Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai été pendant 33 ans entraîneur d'athlétisme et tout d'un coup, la préparation athlétique m'est tombée dessus. L'an 1 du professionnalisme dans le rugby en 97, Bernard Laporte vient me chercher pour être un des préparateurs athlétiques du Stade français rugby. C'était l'époque où le Stade français rugby trouait le cul au Stade toulousain. Et il y a eu de belles aventures. Mais vraiment, la préparation athlétique m'est tombée dessus. Et j'ai été très honoré d'être invité à parler devant vous lors de ce colloque, parce que c'est une façon pour moi de rendre à l'athlétisme tout ce que ce sport m'a apporté, car je resterai à jamais un athlète devant l'éternel. Ici, une fresque que j'avais commandée à ma fille lorsque je suis rentré en cessation d'activité, car je suis à la retraite au plan statutaire, hein, c'est un statut. Mais dans l'activité, c'est autre chose. Et je lui dis, voilà, je viens de l'athlétisme et vraiment, j'ai mis l'athlétisme au service des autres sports, j'ai tordu l'outil. Alors, fais-moi quelqu'un qui jaillit des starting blocks d'une mise en action, quelque chose. Et puis autour, on va y mettre les attributs qui font que j'ai servi le rugby, puis le badminton, puis le basketball, puis le football, et bien évidemment le tennis en filigrane, en fil rouge, je voulais dire. Mais regardez, il y a des ailes aux chevilles. Je lui ai dit, tu sais, moi j'aime donner de la vivacité aux joueurs et joueuses, et je leur dis, on va vous mettre des ailes de colibri aux chevilles. Je reconnais que les ailes sont un peu grandes pour un colibri, mais bon, il faut être généreux. Alors, en 2007, j'ai démarré dans le staff de l'équipe de France féminine de basketball. Et en 2008, il y a eu Pierre Vincent, ce grand coach, qui m'a rappelé, parce qu'en 2007, on avait fait un championnat d'Europe déplorable. Et Pierre Vincent, ce grand coach, de Bourges, entre autres, m'a dit, reviens dans le staff, les joueuses te veulent, elles ont aimé comment tu travaillais, etc., etc. Bon. Ça l'a fait, avec de très beaux résultats, et puis une médaille d'argent aux Jeux de Londres en substance. Plus tard, un peu plus tard, Philippe Bergerot, que je connaissais de mes interventions à Clairefontaine en tant qu'intervenant extérieur, me dit « Fred, je veux que tu rentres dans mon staff, on m'a désigné sélectionneur de l'équipe de France féminine. » Et là, je voudrais tout de suite vous dire que en fait, il y a deux attitudes de la part des head coachs. Ou bien ils s'impliquent dans la meilleure connaissance des spécificités de la femme sportive pour intervenir, ou bien ils s'adjoignent des compétences dans ce domaine. Moi, je préfère la voie 1 quand même. Parce que souvent, lorsque le coach dit « je vais prendre soit des membres féminins dans mon staff, soit des gens qui ont travaillé avec les féminines », c'est un petit peu pour déléguer, s'affranchir. C'est déjà noble, c'est déjà pas mal, mais je veux que derrière, ils continuent d'avancer dans ce domaine-là. Alors, pour être un professeur d'éducation physique, puis un entraîneur, puis avoir fait plein de formations, bien sûr, je me suis à la fois en autodidacte et dans mes lectures intéressé à ces différences et à ses spécificités. Je pense que Aragon n'aurait pas renié sa pensée si on la transformait dans la pratique sportive. Les organisateurs m'ont dit « fais un partage d'expérience ». Bien évidemment en rendant hommage au poids scientifique et au combien on a besoin d'appui, de connaissances scientifiques pour avancer. En vous rendant hommage, mesdames, moi je sais que ce que je vais avancer là n'a pas valeur scientifique, tout autant. C'est vraiment du partage d'expérience, on en sera d'accord. Mais ce qui est bien, c'est de prendre conscience, on en parlait dans la voiture en venant, que de plus en plus cette thématique interpelle le milieu des entraîneurs, et il y a même presque des concurrences de colloques dans ce domaine-là, donc il vaut mieux qu'il y ait concurrence, et c'est une bonne chose. L'idée, c'est, en prenant en compte vraiment
les différences hommes-femmes et du coup les spécificités du côté de la sportive, eh bien on élabore des contenus de façon différente, on adapte des méthodes. Et pour aller direct dans ce que je veux partager avec vous, ça va jusqu'à l'articulation pertinente des contenus de la préparation athlétique. Articulation entre les registres, bioénergétique, force, habileté, et avec le spécifique même. On va y venir. L'individualisation par des feedbacks des contenus et leurs articulations. La précision dans la calibration des efforts. La sportive féminine est férue de précision dans ce qu'elle doit faire, ce qu'elle peut faire. Bienveillance dans le regard et l'écoute des sujets. À commencer, j'ai toute une partie normalement sur la relation cycle menstruel et performance. Grâce à vous, mesdames, je l'ai évacué. Et pour en tenir que les conclusions. Justesse dans le discours comme dans les décisions. Alors, on peut assez rapidement identifier ces différences au plan structurel, au plan physiologique. Aujourd'hui, c'est bien établi et on a comme ça des chiffres qui nous permettent de prendre conscience de ce différentiel. Ce qui est intéressant avec l'athlétisme, c'est qu'il y a vraiment une proposition de la pratique à l'identique en parallèle. Certes, on va diminuer le poids des engins. Au disque, c'est 1 kg de moins, c'est la moitié. Au poids, vous savez tout ça, je ne vais pas vous le rappeler. Je suis dans un regroupement d'athlètes et je suis content de vous retrouver, chers collègues et athlètes. Seules les épreuves combinées ne sont pas à l'identique, on le sait. Mais c'est intéressant de voir qu'on parte du 100 mètres au marathon, la constante de différentiel en km/h, c'est 3. 3 km/h, plus ou moins 200 mètres. Si on ajoute des haies, tout d'un coup, ça monte à 3,8, 4,2. Puis après, il faut s'intéresser aux indices de puissance. Quand une femme lance le poids à la même distance que l'homme a un poids de 7 kg 260, la femme de 4 kg. Donc on voit les indices de puissance. On va y revenir. Dans les sports collectifs, le volleyball descend de 20 cm le filet. Le handball et le basketball laissent le même espace mais diminuent la taille du ballon et son poids. Seuls le rugby et le football proposent à l'identique la même pratique pour les hommes et les femmes. On va balayer, parce que vous pouvez le retrouver et vous n'avez peut-être certainement pas attendu après moi pour avoir ces éléments, on va balayer assez rapidement les différences en termes de ressources organiques et fonctionnelles. On s'arrêtera sur certaines. La souplesse, bien évidemment. La propension de tissu adipeux plus grande chez la femme, et c'est important ce qui a marqué en gris. Chez la femme, cette graisse favorise surtout sa physiologie reproductrice. Par exemple, si cette quantité est trop faible chez elle, ses menstruations cessent. Vous l'avez entendu, il faut être vigilant là-dessus. Donc finalement, il y a des normes génériques entre nos sexes respectifs, mais après, la pratique sportive pourra avoir des effets de déviance qui ont été bien évoqués. La différence hormonale, moi, elle m'intéresse très tôt parce qu'il y a les conséquences psychosociales. Les hommes ont une agressivité plus forte, c'est reconnu, un goût prononcé pour le défi, l'engagement physique et les pratiques à risque. Les femmes ne l'ont pas moins, c'est-à-dire qu'on peut les engager sur une tyrolienne, sur un fil de funambule, sur une activité à risque, mais elles auront besoin de connaître les process qui vont faire que ça va être dans le succès, qu'elles vont s'engager dans le risque. J'ai évité de laisser ce qu'on lit trop souvent. Elles ont un instinct maternel. D'accord, ok. C'est bon, au XXe siècle, on pouvait le penser. Non, c'est simplement la recherche de protection et de sécurité
Et vous verrez mes conclusions à ce sujet. Elles sont nobles à cet égard. Bien évidemment, vous n'êtes pas, mesdames, égales dans ce domaine hormonal, et il y a des profils différents. En dépit de ce qu'il y a là, je ne veux pas dire que forcément on va vers l'haltérophilie si on a plus de testostérone. Moi, j'ai vu de belles athlètes au plan de la plastique avoir des capacités de récupération extraordinaires parce qu'en fait, elles avaient un taux de testostérone plus important que la moyenne. Et c'était intéressant, stage d'athlétisme, stage national de course de haies. Certaines faisaient de l'heptathlon et en fin d'entraînement, en fin de semaine, quand tout le monde est un peu mâché, j'en avais une ou deux qui me disaient « Fred, j'aimerais bien revoir ma course d'élan, faire un peu de saut en longueur. » Je dis « Ah, là, c'est que ça récupère vraiment bien, parce que pour envisager de faire un peu de saut en longueur à l'issue d'une semaine de stage de haies, c'est des aspects. » Alors, identifier la différence en termes de bagage structurel, eh bien, c'est finement comprendre que si la femme a 63% de la force de l'homme, c'est au niveau du haut du corps qu'elle est le plus en déficit. Regardez les chiffres, hein. 72% pour le train porteur, 56% pour le haut du corps. À cet effet, dans les tests physiques pour entrer soit dans la marine, soit à l'école de l'air, j'ai pu voir les différences qui étaient proposées, notamment dans le domaine des tractions. Alors, ça interroge lorsque une femme veut aller chez les pompiers, parce qu'elle va quand même être confrontée aux mêmes missions que l'homme, et pourtant, il y a ce déficit-là. C'est à prendre en compte, il faut le savoir. Il y a aussi cette réalité que la sportive, elle utilise plus rapidement les lipides, elle entre plus rapidement dans la dégradation des lipides. C'est une façon de fonctionner qui va avoir aussi des conséquences dans l'articulation et les choix de contenu dans les microcycles. Voilà qui va vous interpeller si vous n'avez pas rencontré ces données que Georges Cazorla nous indiquait. C'est ce qui se passe à partir de 15 ans. On voit chez les filles que la masse maigre se stabilise à partir de 15 ans. Là où chez l'homme, chez le garçon, ça continue de grimper. En clair, à ces âges-là, le garçon, il soulève une barre, il prend 4 fibres. C'est trivial, hein, mais chez la femme, il n'en sera pas du tout de cette façon. C'est pourquoi, regardez bien cette courbe, évolution de la masse musculaire au cours de la croissance garçon-fille. Regardez ce qui se passe véritablement à 13 ans, à 14 ans, et 15 ans, ça y est, on est sur un plateau pour la femme, alors que l'homme continue par les process hormonaux et anabolisants post-pubertaires à prendre en masse musculaire. Eh bien, là s'impose un constat. Pour elle, seule la pratique planifiée du renforcement musculaire produira des gains de force. Ça veut dire, quand je disais que la femme est l'avenir de l'homme dans la pratique sportive, ça veut dire qu'en clair, il faut penser à entrer dans une logique de renforcement musculaire bien plus tôt chez les femmes que chez les garçons. Et bien évidemment, nous sommes modernes, nous sommes au XXIe siècle. Entrer dans le renforcement musculaire, en termes de méthodologie, c'est entrer par les apprentissages moteurs. La connaissance des justes placements, des justes techniques d'haltérophilie, des temps de respiration dans les efforts, ou d'apnée dans les efforts plus importants. La maîtrise des régimes de contraction, l'isométrique, l'excentrique, le concentrique, la pliométrie, l'oxotonie, tout cela
il faut l'engager beaucoup plus tôt chez la femme, chez la jeune femme, et donc la fille, en l'occurrence, parce qu'il faudra, à partir de 15 ans, considérer que c'est seul le renforcement musculaire qui va permettre à cette courbe de continuer de grimper, car bien évidemment, on est là sur la population générique, et nos sportives, elles peuvent véritablement s'inscrire là. Mais ce sera le fait d'une entrée dans la voie du renforcement musculaire, planifié, raisonné, pertinent et adapté. Je ne vous cache pas que ça m'a bougé, cette courbe, parce que pour le coup, dans les pôles espoirs féminins, dans notre sport, l'athlétisme, eh bien, ça va être prégnant si on veut envisager l'accompagnement dans la performance et au-delà. Ensuite, il y a le devenir de la femme. Ce qui est doublement intéressant, c'est que en tant qu'entraîneur de sportives, on a ces conséquences méthodologiques, mais on a un impact sur leur futur. De la même manière que ce qui est évoqué au plan de la gestion des cycles menstruels et de ce qui sera évoqué au plan des incontinences et de la gestion du plancher pelvien, et j'en passe, ce sera votre domaine, mesdames, eh bien, au plan du renforcement musculaire, on a aussi un impact dans le bien-être futur et des effets qui perdurent, tels que la courbe le montre là. Donc la jeune sportive, engagée dans un processus de renforcement musculaire, eh bien, elle aura ce gain, fille active, elle aura ce gain de masse osseuse, de pic de masse osseuse, et donc de conséquences liées au renforcement musculaire. Parce que le lien, il est fait entre l'impact du travail de la force et le développement du structurel osseux. Alors, Mélina n'est plus dans la salle, mais je l'ai prévenue que dans mon montage, elle apparaissait. Et attention, Osaka 2007, Madame Mélina Robert-Michon est dans mon montage depuis 8 ans au moins. C'est-à-dire que c'est un bon hasard quand j'ai vu qu'elle allait faire l'introduction, qu'elle allait nous retrouver, voilà, parce que c'est une belle expression de la force dans l'activité féminine. Et il y a cet aspect aussi que la technique est le vecteur de l'activité sportive chez la femme. Il n'y a pas de rapport de force dans une discipline, dans une pratique sportive de la part des femmes. Il y a d'abord l'entrée par la technique. Et moi, je suis fan de la maîtrise technique de Mélina dans sa discipline, le disque, lancer du disque. De sorte que, quand on s'adresse à une population de footballeuses, il fallait assez tôt justifier le pourquoi on va faire du renforcement musculaire. C'est assez facile quand on décompose l'activité dans ses multiples tâches. Mais ce que me disaient mes jeunes collègues, mes collègues qui s'occupaient de jeunes filles en pôle espoir à Clairefontaine, ils me disaient, début des années 2000, il fallait convaincre les joueuses d'aller en renforcement musculaire. Alors il me disait, j'amenais 2 photos, c'était mon ami Philippe Breteau, il amenait 2 photos face à ces jeunes joueuses de football, celle de Christine Aron, superbe gazelle, galbée, dessinée, technique, tout, et celle de Elena Isimbayeva. Voilà. C'est avec que des blagues, c'est trop facile aussi, hein. C'est un métis qui vous le dit. Donc, il y avait Elena Isimbayeva, cette perchiste extraordinaire, et il y avait Christina. Et là, elle regardait, elle dit « Ah ouais, en plus, c'est des jolies jeunes femmes et tout, elles sont performantes et tout, et elles sont musclées. Okay. » Aujourd'hui, c'est plus la peine. La sportive, elle a compris, ça vient de nous, de notre discours. On a fini de diaboliser le renforcement musculaire. Elle y va. Alors, elle y va, c'est
plus dire voilà pourquoi tu en as besoin. Et je pousse même la réflexion en me disant, dans les clubs dits professionnels de football, par exemple, lorsqu'il n'y a pas un préparateur athlétique ou une préparatrice, bien évidemment, ça c'est pas sexué, c'est une fonction, eh bien, on se moque des joueuses. Tant, vous avez vu la courbe, ce qui se passe à partir de 15 ans, tant on veut faire le même sport, rugby, football, et à la marge, le basketball, la cible est la même. Le tir à 3 points et les 3,05 m du panier, c'est le même. Il faut engager le processus de préparation athlétique avec un renforcement musculaire absolument féminin, avéré et donc précoce. J'ai pour cela une respiration visuelle. Et sonore. Vous allez voir, les charges sont ridicules. Et pour cause, on est à 2 ou 3 jours d'un match international. En revanche, il faut faire fonctionner la machine musculaire. Soit parce qu'on favorise les drainages nécessaires après les séances de football, soit parce qu'on joue la tonification. Mais en tout cas, il y a de la coordination, il y a de l'habileté, il y a le sentiment d'être vivante parce que je me meus dans toutes les chaînes musculaires que demande le football. Et ce qui était toujours intéressant, c'était la volonté de faire bien les choses, le soin apporté à l'exécution dans le travail et de la force. Elle dit, c'est pas ça, j'ai pas bien fait, vous voyez ? Il y avait des choses à dire. On a battu la Pologne. Alors, différence sensorielle. Ça, c'est intéressant parce que, bien évidemment, quand on est au contact des sportives, on est au contact de leur entièreté de personnes, d'êtres. Et alors, c'est intéressant ça, Louis. L'audition est 3 fois plus développée que celle d'un homme. Et je peux vous dire que j'ai pu constater, et elles encaissent les femmes, elles encaissent les sportifs, mais elles n'aiment pas les coachs qui gueulent, elles n'aiment pas. Combien de fois ma tendre et chère me dit « Tu parles à voix basse, mais tout le monde t'entend. Tu m'entends, pourtant je... » Ouais, elle me dit « Parle moins fort. » Bon, très bien. On croit pas. Elles n'aiment pas les coachs qui râlent. Je vais éviter les anecdotes parce que sinon je vais déborder et on se retrouve à la table ronde, mais je vous dis, une fois, rassemblement de l'équipe de France féminine, premier rassemblement, on relance les process et je suis très à cheval sur le pilotage des appuis et sur les ancrages en talon-pointe selon qu'on change de direction, d'orientation, de la trajectoire ou d'inversion des vitesses. Bon. Et en basket, c'est très important. Et on démarre, je mets en place mes parcours et je vois, c'est pas propre et tout. Et moi, je vois surtout le risque d'entorse. Alors, je monte la voix, j'hausse la voix. Pour le soir, il y en a une qui me fait « Fred, on a compris qu'on faisait mal parce que tu cries jamais, et là, tu as crié. » Yes.
Pas crier souvent, mais crier quand c'est nécessaire. Comme quand notre petite ou nos petits traversent la rue sans crier gare, elle vous échappe, vous criez. Eh bien oui, il y a un problème d'intégrité physique là. La vue. La vue, c'est sensible parce que, moi je vous parle des conséquences. Bon, il est établi que la femme a une vision périphérique plus importante, une mémoire, la reconnaissance des visages, le rangement des objets, la mémoire. Mais du coup, je peux vous dire que dans les séances vidéo, quand j'étais avec les rugbyman, il fallait prendre le soin de belles images. Et si on veut faire passer un message, il faut qu'il y ait de l'esthétique. Si on veut faire passer un message sur un mouvement de collectif, sur une combinaison, il faut faire des belles images. Les femmes, c'est pas ça l'essentiel. Vous leur dites, regardez ce qu'il faut voir, focalisez-vous là-dessus, et elles prennent l'information, et elles sont moins gênées par une piètre qualité de l'image. Ça fait partie des distinctions. Au niveau sensoriel, le sens du toucher. Alors c'est intéressant parce que, en fait, je considère que par cette acuité très élevée de la sensation du toucher, des récepteurs et autres, eh bien, lorsque l'on fait une parade, lorsque l'on conduit un mouvement, lorsque l'on veut indiquer à une sportive un bon geste en lui attrapant le bras, le poignet, le membre, en mettant sa main sur les reins, la tête, l'alignement et tout, et il faut être autorisé à le faire. Il faut vraiment avoir une relation de complicité et de confiance, et qu'on ne le fait pas du jour au lendemain et dans n'importe quel contexte. Parce que c'est sensible. Si on n'est pas autorisé au plan affectif à être aussi près de la sportive, on peut avoir un effet inverse. De la même manière, l'olfaction. Mes collègues de la gym, quand je leur expliquais ça, qui est pour moi relativement trivial, hein, parce que j'ai pas l'impression... J'ai été chercher des données qui sont accessibles au plus grand nombre, hein, qui sont directement accessibles. Eh bien, ils me disaient « Ah, mais je comprends pourquoi. Elles passent à l'agrès et très vite, elles vont dans leur sac se mettre un petit peu de déodorant. » Ben oui, parce qu'elles n'aiment pas ce qui pue. La sportive n'aime pas ce qui pue. Moi, je me rappelle, à l'INSEP, j'emmène pour la première fois en salle de musculation, il y a longtemps, hein, Carole, hein, c'est au siècle dernier. J'emmène dans une salle de musculation une de mes athlètes, première fois. On descend, déjà, bon, catacombe. C'était mal éclairé, il y avait du bruit, et puis ça sentait le putois. Il y avait beaucoup d'hommes qui travaillaient là-dedans, puis bon. Et là, je la vois, mais elle se délite complètement, jusqu'à pleurer. Mais Frédéric, ça va pas être possible. Hein. Ça va pas être possible. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'as vu, regarde cette ambiance et tout. Mais je dis, mais putain, mais c'est vrai. Et moi, je dis que ça, c'est noble. On n'est pas obligé de travailler dans des conditions épouvantables. Et la petite séquence que je vous ai présentée, eh bien, j'en suis très fier, parce que quand je suis arrivé en 2013, le patron de Clairefontaine m'a dit, Frédéric, on était en manque d'un préparateur athlétique, on change la salle de musculation, dis-nous ce qu'il faut faire. Tu as chéquier ouvert. Mais elle était nickel, toute propre et tout. Regardez, on aurait cru un laboratoire, hein, tellement c'était nickel. Ben oui, il faut que ce soit propre. Pourquoi on ferait de la force dans de la crasse? Voilà, c'était la petite anecdote en substance. Alors, merci Carole, merci Juliana, parce que s'agissant de la relation entre période menstruelle, règles et préparation athlétique, blessure, fatigue, je garde que ma 5e diapo sur 5, les 4 précédentes. Je dis, oh là, super. Mais dans ce partage d'expérience, retenez, ça a été évoqué par nos intervenantes, les sportifs ont besoin d'écoute et de bienveillance face aux douleurs éventuelles liées à leur indisposition. Okay, et cette écoute, elle est importante parce que ça aussi,
je vais faire un jeu de mots, permettez-moi, ça décongestionne l'affect et la tension relationnelle. Elles savent que, c'était notre discours, s'il y a des douleurs liées à la période menstruelle, on peut aller de l'aménagement jusqu'à l'effacement de l'entraînement et la prise en charge avec le staff médical, où il y a toujours peut-être possibilité de faire peut-être du vélo, du rameur tranquille, ou rien du tout ce jour-là. Et que c'est pas dommageable, tu l'as très bien dit Carole, c'est pas dommageable pour sa sélection. Elle est là, elle est dans le groupe, on a besoin d'elle. Et aujourd'hui, elle n'est pas au point, elle n'est pas bien. On sait que moins on la perturbera en plus, plus il y a des chances que ça ne dure pas trop longtemps. Des médailles d'or ont été gagnées et des records ont été établis par des femmes à toutes les phases de leur cycle, ça a été dit aussi. Voilà. Constatez aussi que la femme sportive s'accommode particulièrement bien de ces désagréments ponctuels, c'est tout l'hommage qu'on peut lui faire. Les footballeuses, en fait, invoquent rarement leur période menstruelle comme obstacle à leur pratique. Mais, encore une fois, ça ne vaut ça que si on a été clair sur l'écoute, la réception de ressentis et notre capacité d'aménagement de l'entraînement. Sinon, c'est parce que ce serait en aveugle. Un domaine important en tant que préparateur athlétique à prendre en compte, moi qui suis passé par donc tennis, badminton, basket et football féminin, c'est cette réalité anatomique. Simplement parce que si on y ajoute un déficit de force de la chaîne des extenseurs dans la dimension excentrique, si on y ajoute parfois des ischio-jambiers en déficit dans le ratio extenseur-fléchisseur, eh bien, ça rend difficile la bonne maîtrise de toutes ces activités en sport collectif qui sont faites de fortes contraintes et d'accélération positives, négatives, qui sont faites de chocs internes et externes, et qui sont faites d'effets sous torsion et d'inclinaison. Donc là, c'est un peu gore, je suis désolé, la photo en haut à gauche, mais c'est pas un montage, hein, malheureusement. Et donc, on doit prendre en compte ça, et dans mon partage d'expérience, j'ai deux petites choses. Ça, c'est un petit clin d'œil, parce que je retrouve mes frères et sœurs de l'athlétisme, et là, je vous montre les gammes syncopées. Alors, ouais. Les gammes syncopées... Soignez le stop, c'est un vrai stop. Là, c'est light, hein, parce qu'on peut faire des gammes syncopées avec tous les 5 appuis, et au stop, envoyer un ballon. Le ballon, il est passé entre les jambes au-dessus de la tête, et puis on reprend les gammes syncopées. Ça vient pas de moi, j'ai vu ça, c'était l'équipe de Tchéquie, l'équipe féminine de Tchéquie basketball, je les ai vus s'échauffer, je dis... Putain, mais je suis un trou du cul. Moi, l'athlète, j'ai jamais pensé qu'on pouvait syncoper les gammes athlétiques, quoi. Et donc, ça montre à la fois la maîtrise des sportifs au niveau des gammes athlétiques, l'usage qu'on peut en faire. Et donc là, je vous dis, c'est très light. Mais au moment du stop, il y a beaucoup de choses à faire entre mettre les mains aux épaules, fermer les yeux, manipuler un medicine ball ou un ballon, et j'en passe. Alors... Voilà, non pas une martingale, mais véritablement un plan d'action dont on sait d'ailleurs que les routines préventives puisent leur contenu dans les protocoles de réathlétisation. Ben voilà, en partage d'expérience que je peux vous donner comme ça à la volée. On est d'accord, il y aura l'amélioration de la force excentrique des extenseurs et en l'occurrence le quadriceps, mais aussi les fessiers. Attention, ça c'est des kinés bienveillants. Je ne connais pas beaucoup de kinés qui ne soient pas bienveillants, mais ceux-là, ils m'ont dit, rajoute ça. Renforcement des abducteurs, moyen fessier, antagonise de la torsion interne du genou en flexion. Ok, merci, la jante des sorciers bien-aimés. Le renforcement musculaire des ischio-jambiers, en dessous de 51% en isocinétique lent, si la force des ischio-jambiers en isocinétique lent
est inférieure à 51% de celle des quadriceps, le genou est en danger. Ça tombe. Bien évidemment, la proprioception. Alors, s'agissant du genou, pas de la proprioception genou tendu, mais genou fléchi. Et puis, c'est tout ce qu'on fait sur surface instable, qui vont des coussins pneumatiques, de la planche de Frimard, du fil de funambule, et j'en passe. Et alors, bien évidemment, la pliométrie directionnelle, multidirectionnelle, les rebonds en changeant de direction, pliométrie basse en changeant de direction. Okay. Voilà. On va aborder, je pense, dans la motricité, le rôle de la fréquence. Ouais, super. Oui, Ami, oui. Dans la vivacité du déplacement, vivacité athlétique, qui relève de la motricité du déplacement, la fréquence est très importante. Ouais, c'est bien, Lydia. Et c'est ce qu'on va faire avec les plus jeunes d'ailleurs, mais chez la femme, c'est super important en termes de capacité de contrôle, et d'intervention. Et là, vous allez voir un petit montage, une petite respiration, une deuxième respiration, musique, son, musique, image. Des appuis, talon pointe au freinage, inversion de la vitesse en digitigrade. Talon pointe, digitigrade. Tout ça sur fond de fréquence. Savoir disparaître, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vais vous vendre la fréquence gestuelle, cyclique, voire acyclique, parce que de toute façon, sur une échelle de rythme, vous savez, vous avez souvent cette diarrhée de fréquence là. Mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. En revanche, sur une échelle de rythme à 12 intervalles, on peut en faire 4 avec un pas, 4 avec un autre, 4 avec... Et là, on y est. On est dans de la fréquence cyclique, mais on peut y truffer des variations de chorégraphie pour pas être dans du cyclique, on va dire, infécond. Solliciter les fibres rapides avec une faible contrainte biomécanique, facteur de progrès dès l'initiation. Répartir les charges de poussée et de pression, freinage sur plusieurs appuis, soulager les structures squelettiques. Très bien, c'est important. Tu peux t'arrêter sur 3 foulées, tu charges. Sur cette même distance, tu fais 5 foulées. C'est là qu'il y a l'entraîneur de haie qui revient, la fréquence des appuis dans le pilotage et la répartition des charges. Lorsqu'on est dans de la fréquence, on est furtif. On rend fou l'adversaire. Regardez comment Messi, lorsqu'il est en pleine fréquence dans la surface de réparation, il les rend fous. La fréquence comme moyen de furtivité. Et enfin, enchaîner les appuis pour créer de la vitesse sur courte distance en diminuant les temps de suspension.
un ange passe. Alors, il est intéressant, et on a vu qu'il y a des questionnaires, que l'usage de questionnaires est une bonne façon de comprendre le ressenti des joueuses. Vous y verrez rien, c'est un peu petit, mais c'est un questionnaire qui m'a été inspiré par Jean-Pierre Heger, qui lui l'avait utilisé en 2000 aux Jeux de Sydney lorsqu'il avait été avec l'équipe de France masculine de basketball. Et donc je l'ai féminisé. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que tout ce qui est lié aux moyens, par exemple, je gagne la majorité de mes duels, non. Je voudrais voir, je saute généralement plus haut que mes adversaires, non. Non, mais par contre, je pratique volontiers les entraînements. Chaque fois qu'il s'agira de travailler, elles sont présentes, mais elles ont une faible confiance en elles dans comment elles se situent par rapport à l'adversité et comment elles se sentent fortes. Par contre, je me sens plus forte qu'endurante. J'ai rarement eu la réponse oui. Je me sens plutôt technique que athlétique, oui, ça oui, par contre. Voilà. J'ai l'impression d'avoir épuisé mon potentiel physique. Non, ça c'était super. Les joueuses, que ce soit l'équipe de France de basket ou de football, elles disaient non, j'ai pas l'Inde. Donc ça veut dire invitation au travail. Ça c'est magnifique. Par contre, oui, ça c'est intéressant. Salle de musculation, salle de torture, une seule m'a dit, oui, je vais la voir. Je dis, tu m'expliques là, tu m'expliques ? C'est quoi ça ? Salle de musculation, salle de torture, qu'est-ce qu'on t'a fait subir là-dedans, quoi ? Explique-moi. Voilà. Mais une seule. Je ne suis pas sûr qu'au XXe siècle, une seule seulement aurait répondu ça. Donc, c'est aussi intéressant, dans notre domaine praticien, d'avoir ces informations-là. Voilà. Alors, je vais aller au pas de course maintenant. Étant donné que j'ai bien connu le rugby et que, avant d'aller vers les sports co-féminins, mais antérieurement, grâce à l'athlétisme, j'avais entraîné des athlètes femmes, mais pour le coup conjointement avec des athlètes hommes. Mais voilà ce que j'en ai sorti. L'écoute, le regard, l'individualisation sont un axe dans la pratique athlétique chez les femmes. Il faut absolument les entendre, individualiser. Et en fait, j'arrive dans le rugby, Bernard Laporte, il me dit, voilà, Frédéric Aubert, entraîneur de plusieurs athlètes olympiques en athlétisme, je dis, Bernard, tu me donnes plus d'athlètes olympiques que j'en ai jamais eu, calme-toi. Bon, tout de suite, il me met un palmarès surgonflé, et là, les rugbyman, ils te suivent, là. C'est comme Bonaparte sur le pont d'Arcole, ils te suivent. Parfait. Les sportives, ce sont elles qui, une à une, te mettent les barrettes sur l'épaule. Est-ce qu'il va comprendre mon problème ? Est-ce qu'il va résoudre mon problème ? Ton palmarès, elles s'en foutent. Hein. Voilà, là on a évoqué cette particularité. Lisez bien, je ne vais pas vous faire lecture, mais les conséquences. On peut programmer le renforcement musculaire le matin et le travail spécifique l'après-midi chez les hommes. Il y a un effet avec notre bagage hormonal, il y a un rebond. Bien évidemment, j'ai affaire à des athlètes, il ne s'agira pas de leur faire la séance du mois en excentrique et les effondrer non plus. Mais si c'est la séance régulière de renforcement musculaire, les hommes rebondissent très bien l'après-midi, pas les femmes. Il est important, et on l'a fait avec succès, que ce soit au basket et au football. Et malheureusement, je n'avais pas pris conscience de cela que lorsque j'étais entraîneur d'athlétisme. Malheureusement, j'aurais bien aimé proposer à mes athlètes femmes cette distinction. Il faut faire le renforcement musculaire après le spécifique, détaché. S'il n'y a pas de spécifique, vous le placez quand vous voulez. Mais si vous avez une séquence spécifique dont vous savez qu'il va falloir être explosive,
vigilante, tonique, forte, ne faites pas le renforcement musculaire avant. Et ce qui m'a plu, c'est que j'ai des entraîneurs de boxe, de judo, voire de tennis de table, quand elles ont vu ça, elles me disent « Ah, mais je comprends mieux maintenant. Ah, bah ouais !» Et par contre, ce qui est intéressant, parce qu'on va parler des hommes aussi, le travail aérobie est véritablement émollient chez l'homme. Donc la veille de match, si tu fais un travail aérobie de rappel, il faut vraiment réactiver le lendemain en vivacité. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Tout est intéressant, bien sûr, mais voyez, paramétrer finement les charges de travail, donner de l'autonomie à partir de contenus précis et calibrés, diriger et bien doser la préparation terminale. S'agissant du premier alinéa, ça m'amène volontiers à accepter d'une sportive de lui donner un programme de renforcement musculaire, voire de préparation athlétique à distance, parce que je sais qu'elle va le respecter. Avec les hommes, le problème, c'est qu'ils vous rappellent au bout de 6-8 jours, ils me disent « Ah, je me suis pété ça, j'ai fait ça. » « Ah bon, mais qu'est-ce que tu as fait ?»« Oui, mais vous apprenez qu'ils ont augmenté les charges, ils ont rajouté des ateliers, machin. » Ben oui, c'est un comportement lié à notre équipement. « Il y a des machines à pousser, le coach il m'a mis ça, mais il me prend pour un jambon, là. On y va et tout. » La femme, elle va absolument suivre ce que vous lui proposez. Avec comme conséquence, ne l'oubliez pas. Parce que j'arrive au Pôle France de badminton un jour de juillet et je vois les joueuses de badminton, donc dernière partie de saison, elles font un programme de renforcement musculaire. Je regarde, c'était cohérent, okay, ça marchait bien. Et pour cause, c'était leur kiné qui leur avait proposé ça. Juillet, vous dis-je. Je me demande, mais depuis quand vous faites ce programme? Elles me font à l'identique depuis septembre dernier. Waouh! Comment il les avait oubliés, le gars? Mais non! Ça bouge pas. Les gars, ils vous auraient fait flamber tout, ils auraient fait appel à des machines et tout. Enfin voilà. Ok. Mais la fin, la deuxième partie, on la connaît aussi. Il faut bien encadrer la préparation terminale parce que la sportive, elle a tendance à bachoter, pour se rassurer. L'homme, il est plus à l'aise là-dedans. Il sait. Il est plus animal. Il sait qu'il ne faut pas en faire de trop. Il va gérer. Là, il faut vraiment les rassurer. C'est aussi leur dire, non, c'est bien. On est en décharge de volume. On va maintenir qualité, intensité, technicité. Mais le volume, en préparation terminale, doucement. Ah ouais, le discours d'avant-match, ça c'est génial. Parce que avec nos rugbyman, on était en difficulté lorsqu'on rencontrait le dernier de poule, Montflanquin, et qu'il n'y avait pas les caméras de Canal+, et que c'était à la maison. C'est à la maison, c'est le dernier tout. Parce qu'en face, on a quand même des fauves qui veulent te dézinguer. Et justement, face à un adversaire important, l'homme, il va y aller, il n'y a pas besoin de le surmotiver. Mais chez les équipes féminines, ce que j'ai toujours trouvé super chez les grands coachs, c'est qu'ils ne forçaient pas le trait sur le niveau de l'adversaire. Nous, quand on rencontrait la Russie en basketball, avec l'équipe de France féminine, Pierre Vincent, il avait un discours hyper équilibré. C'était même un artiste, parce qu'il arrivait même en retard, un peu, à la séance vidéo, ce qu'il faisait jamais, pour banaliser le truc. C'est les Russes, et tout. Bon, c'était avant la guerre en Ukraine et tout, hein, attention. Je veux dire... Nickel, on n'était pas fâchés avec eux à ce moment-là. Hein. Mais puis ça jouait bien les Russes, hein, attention. Et ben voilà. Alors ils montraient, voilà ce qu'elles savent faire. Il faut être objectif. C'était une très forte nation européenne de basketball, c'est pas pour rien. Voilà ce qu'elles savent faire. Et puis, dans le montage, voilà ce qu'elles font de mal. Voilà ce qu'elles savent moins bien faire. Et là, vous avez les joueuses. Oh ben mince alors, je savais pas qu'elles se merdaient là. Ouais, oh ben ouais, et là tout devient possible. Donc, ne pas grossir le trait de l'adversaire quand il est supposé supérieur, parce qu'elles n'ont pas besoin de ça. Elles savent que c'est du costaud en face. Tant que je ne vois pas des sourires sur vos visages, je ne passe pas.
C'est chouette ça quand même. Hein. Voilà. Alors, on arrive à la fin. Ça, c'est super dans notre sport, l'athlétisme. On a les moyens de constater ça. Quand le triple saut est arrivé, par exemple, il y a eu un moment, un petit flottement, parce que c'était les sauteuses en longueur qui arrivaient sur le triple saut. Alors bien évidemment, le premier, là, le cloche-pied, c'était un peu trop haut, elles se rétamaient. Mais très vite, elles ont lissé. Mais vous regardez, à la perche, elles ont été techniques tout de suite. Le lancer de marteau, c'était technique tout de suite. C'est-à-dire que c'est mon partage d'expérience, véritablement, et c'est pas mon prisme, hein, il faut prendre acte que elles ne vont pas être dans un rapport de force, elles vont privilégier la qualité de l'exécution et qu'il faut leur proposer du high-tech. Elles aiment quand c'est high-tech et elles s'y collent. Et moi, ça m'a vraiment plu de traverser comme ça la préparation athlétique. J'ai enseigné l'haltérophilie avec les joueuses de basket. Les mouvements d'haltéro, et même en dénaturant, mais entre guillemets, même les haltérophiles, ils savent aujourd'hui mettre l'haltérophilie à disposition des autres sports. Mouvement d'haltérophilie enchaîné avant la séance de shooting. Waouh, apparition de la Vierge. Waouh, tout super. Parce que c'est du high-tech, elle faisait le lien. L'apprentissage et la maîtrise des techniques support à ce développement sont une nécessité plus grande encore pour la femme. Voilà. On va être progressif, absolument. Je vous le disais, avec les féminines, avec les jeunes filles à 15 ans, il ne faut pas là se dire « Ah, 15 ans, ça y est, ta masse maigre, elle va se stabiliser, on va en muscu. » Mais non, vous avez 3 TGV de retard. Vous me direz, par les temps qui courent, c'est pas tout à fait... Bon. Placer le renforcement musculaire après l'entraînement spécifique, après, en seconde partie, patapata. Très bien, on a vu. Dire le pourquoi, être précis sur le comment, le savoir-faire et combien, on y gagne, on y gagne. Individualiser, doser, la recherche de juste charge par défaut et non pas par excès. Vous savez, lorsque vous proposez une charge d'entraînement, puis vous vous dites « Ah, j'aurais pu en faire un petit peu plus », c'est pas grave, parce que vous laissez la sportive avec les moyens de continuer de travailler, performer, s'entraîner. A contrario, si vous avez un peu débordé par excès, elle va plus morfler que l'homme. Donc, n'ayez pas peur d'être un petit peu liminaire et par défaut et jamais par excès. Vous ajusterez la fois d'après. Soignez les sorties de séance, ça c'est clair, comme un pont méthodologique jeté vers la séance suivante. Alors, lorsqu'ils savent prendre en compte les spécificités de la femme sportive, les entraîneurs sont positivement transformés par leur expérience d'encadrement des sportives. Parmi les qualités cachées de l'entraîneur, la capacité d'adaptation aux caractéristiques du public féminin est le garant de son évolution dans le métier. Mon expérience dans l'encadrement de sportives, au travers de différentes disciplines, me pousse à ce constat. Qui entraîne bien les femmes, entraînera bien les hommes. L'inverse n'est pas assuré. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Super intervention, comme tout ce matin. On va prendre un petit temps de questions. Je vais me balader et, avant l'apéro. Et Fred, il va répondre et puis après on se dirigera vers le repas. Je vous laisse lever la main et j'arrive.
Vous avez tous faim? Oh, faites un effort quand même. Qu'on prolonge le plaisir. Bon, du coup, bonjour et merci. Fabrice, donc moi je suis médecin de la Ligue, donc je vais poser la question à l'entraîneur. Alors, comment on perd la confiance d'une athlète alors? Parce que j'ai compris qu'il fallait être fin et avoir une bonne distance. Mais comment on perd le contact? Est-ce que c'est un peu vrai que si on les braque, on a perdu et qu'on n'a pas beaucoup de chances de rattraper leur confiance? Et comment on fait pour rester dans la durée avec ces athlètes? Ouais, mais comment dire? On va éviter les caricatures, mais de toute façon, c'est comme avec nos enfants, nos proches. Avant de rabrouer, de réprimander, il faut montrer beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, d'accompagnement et de regard. Alors, ce que je disais aussi à mes jeunes collègues, moi, j'avais l'avantage de l'âge. Je suis arrivé dans les équipes de France avec un âge avancé et je pouvais aimer mes joueuses sans les draguer et puis ne pas craindre qu'il y ait, on va dire, ambiguïté. J'ai toujours porté mon alliance, je parlais de mes enfants, de ma femme, voilà. Mais je les aimais, elles le savaient. Lesbiennes comme hétéros, black comme blanche. Joueuse intérieure comme joueuse extérieure. Voilà. On arrive en équipe de France féminine de basket. Pierre Vincent, il me dit c'est quand même terrible. Hein. Et les filles de couleur parlent pas aux blanches. Les lesbiennes ont du mal à parler aux hétéros. Les joueuses intérieures ne parlent pas aux joueuses extérieures. Personne ne se parle. Il a mis en place des process de table de 5 qui tournaient tous les jours. Et on entendait au bout de... Wow, ça fait 6 ans que je suis en équipe de France avec elle. Au fond, elle est sympa. Voilà. Mais pour revenir plus précisément à ta question, Doc, on braque pas aussi facilement que ça une joueuse, une athlète, une sportive, si elle sait que tu crois en elle, que tu es bienveillant et que ce que tu lui proposes, c'est performer dans le respect de son intégrité physique. Voilà. Après, oui, je te rejoindrai. Si, malgré tout, tu l'as braqué et que tu as perdu sa confiance, le rétropédalage, plus difficile qu'avec un mec qui va régler ses comptes avec toi puis qui va passer à autre chose. Une autre question? Quelqu'un d'autre? Oui, là. Bonjour et merci. Est-ce que tu as un avis sur... je pense que chacun a vu, par exemple, l'arrivée d'un cross, la capacité des courses féminines, enfin donc d'une partie des concurrentes féminines, à aller au bout d'elles-mêmes, à tel point que derrière, on peut les voir s'effondrer derrière la ligne, ce qu'on voit assez rarement chez les garçons. Est-ce que c'est une histoire alors peut-être plus chez les jeunes encore. Voilà, est-ce que tu as un petit peu nous dire ce que tu en penses? Oui, alors ce cas-là précisément, tu me l'évoques bien, tu me le décris, je ne l'avais pas vu comme ça, mais je vois à quoi il se rattache en tout cas. Dans mes 33 ans d'encadrement de l'athlétisme antérieur à ma carrière de préparateur athlétique, c'est vrai que j'ai constaté ceci. L'athlète masculin, il est prévisible dans sa performance. C'est-à-dire que les indices, les tests préalables sont visibles et tu peux te projeter sur la perf. Avec la femme, pas. Et c'est la magie. Et c'est pourquoi aussi je dis qu'elle nous fait avancer, parce que, on va éviter les caricatures, chez l'homme, il faudra être soucieux de ça aussi. C'est que la femme va te montrer des choses à l'entraînement, et si le jour de la compétition, toutes les planètes sont alignées, le taux, le gap peut être incroyable. Tu dis, waouh, mais je ne savais pas qu'elle était capable de faire ça. Le gars, il va te donner un gap moins important dans ce domaine. Mais l'inverse est vrai aussi. Tu ne vas pas comprendre des fois
qu'il y ait effondrement de la performance parce que tu n'as pas assez gratté, accompagné, et il y a un truc qui ne s'est pas bien passé dans les multiples faisceaux de la vie, qui ne s'est pas bien passé, et si elle n'est pas bien, eh ben, ça va vraiment s'écrouler. Voilà. Donc lorsque ça va bien, aller au bout d'elle-même pour plein de raisons, y compris pour te faire plaisir, toi l'entraîneur, mais d'abord pour elle, son entourage. Ah ouais, ça j'y crois totalement. Oui. Excentrique. Moi, c'est juste pour introduire un petit peu aussi pour cet après-midi. Du coup, on n'a pas du tout parlé de la continence urinaire d'effort. Et en tant que préparateur physique, du coup, est-ce que vous tenez compte dans la préparation de vos athlètes de ces paramètres? Est-ce qu'aujourd'hui, elles arrivent à vous transmettre sur telle séquence, c'est impossible, je suis gênée par des fuites, ou pas du tout? Est-ce que vous le prenez en compte dans cette préparation athlétique? Alors, il faut dire que quand tu es dans un staff d'équipe de France, on est tellement staffé pour être que ces aspects-là, elles vont beaucoup s'en référer au kiné. On a jusqu'à 3 kinés et au doc. Maintenant, dans notre partie, et y compris dans la séquence de renforcement musculaire, furtivement, il y avait Fabrice Briand, l'entraîneur, et puis Marlène Boussy, j'ai oublié son nom de famille, qui était là, la kiné. Et ça, c'était super, parce que, alors, plutôt que de me sentir ou observé ou piraté ou quoi, c'était tout le contraire. Je disais, ouais, le doc, la kiné, venez à la séance de muscu, vous allez les accompagner, les soutenir. Et là, on parlait de comment soulager le plancher pelvien quand on fait des mouvements d'abdominaux, de renforcement abdominaux. Comment l'expiration joue ce rôle, qu'on peut viser le gainage sans être dans une apnée et encore moins dans une compression, etc. Ça, c'était travaillé in situ, mais l'honnêteté consiste à te dire que c'était pas vers moi qu'elles allaient pour parler de ces problèmes-là. Donc vous allez bien parler cet après-midi. N'est-ce pas? Bonjour, merci. Corinne Berger, je suis médecin aussi. J'ai une question. Dans l'évolution de votre pratique, il y a la relation entraîneur-entraîné, et maintenant, je pense qu'il y a la relation entraîneur-entraîné et parent de l'entraîné. Donc, comment vous avez vécu ça, vous, dans votre expérience avec sûrement les générations qui changent? Et doit-on maintenant, à chaque fois, intégrer dans cette relation les parents de l'entraîné, s'il y a même pas de difficulté ou une problématique? C'est quelque chose qui va être prégnant dans les catégories d'âge jeunes, et puis dans certains sports. Le tennis, par exemple. Le tennis, on peut avoir l'implication de parents qui veulent être dans le projet. C'est comme on peut se tutoyer, Doc, hein. C'est une problématique, et donc problématique qu'on cherche à la résoudre. Et on se heurte malgré tout à la caractériologie des parents, parce qu'il ne faut pas les mettre tous dans le même sac. Il y en a qui sont congruents, qui sont avec vous, et du coup, davantage si on communique avec eux. Ce que n'aiment pas les parents de sportifs, c'est qu'on les mette totalement en dehors de l'information, du projet, qu'on les considère comme des empêcheurs de faire le sport de leur enfant. Communiquer, partager l'info pour gagner leur confiance et leur dire là où on veut aller et qu'on a cette conviction. On peut déjà mesurer le delta. Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. S'ils sont d'accord, ils montent avec vous dans le van. S'ils ne sont pas d'accord, il faudra faire attention aux chicanes qu'ils vous proposent, ici ou là. Donc, pour te répondre, c'est vrai que c'est une dimension actuelle que je ne connais pas en équipe de France, hein. Mais en athlétisme, en tennis, et d'autant plus quand on est dans le cursus de formation, les parents sont de plus en plus une équation à prendre en compte. Et humblement, je dirais, ne pas les mettre en dehors, c'est la pire des choses. Une dernière question ? La parole. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était super intéressant et très dynamique. J'ai une question. Si vous entraînez, je ne sais pas si vous entraînez aussi à partir de l'adolescence, voire même avant, mais comme vous aviez montré sur votre schéma, on voit que les femmes atteignent un pic
à peine leur masse musculaire, donc entre 10 et 15 ans au moment de l'adolescence, et après stagnent, alors que les hommes vont continuer à augmenter au niveau de leur masse maigre. Est-ce que du coup il y a un intérêt, selon vous, à augmenter vraiment tout ce qui est renforcement musculaire chez la femme au moment de son adolescence, enfin chez la jeune fille du coup, par rapport à l'homme qui lui pourra avoir les bénéfices du renforcement musculaire tout au long de sa vie, parce qu'on a vu que tout au long de sa vie il pouvait continuer à augmenter ça. Voilà, ma question est de savoir est-ce qu'il y a un intérêt à cibler au moment de cette période charnière qui est l'adolescence, là où la femme va plus développer, avoir plus un côté anabolisant au niveau musculaire par rapport à l'homme. Je ne sais pas si je me comprends, si vous me comprenez bien. Je suis content que vous me posiez une question, mais je suis déçu de cette question, parce que je croyais avoir été clair. C'est-à-dire que quand on prend conscience, grâce aux connaissances scientifiques, car ce sont bien les chercheurs dans le domaine de la physio, de l'enfant, de l'adolescent, de l'être humain, qui mettent en évidence ce plateau, car vous l'avez pointé, moi je vous ai dit, la seule façon de faire progresser la sportive eu égard à ce plateau de la masse maigre, c'est de faire du renforcement musculaire. Attends. Et que, puisqu'il faut faire du renforcement musculaire, c'est bien en amont qu'il va falloir engager le processus. Parce que, autrefois, pourquoi le renforcement musculaire a posé tant de problèmes ? Je vais être un petit peu grivois, et puis mes formateurs me disaient, tu veux passer une information, tu la couples à une émotion. Donc des fois, j'ai des expressions un petit peu... On attendait que le garçon il ait du poil à la zézette pour lui faire du renforcement musculaire. Ça parle, ça. Mais c'est une erreur. Parce qu'on attendait qu'il soit seulement équipé pour engager. Et chaque fois qu'on rentre dans un registre nouveau et que l'on doit apprendre la motricité support au développement de ce registre, on se plante, on va vers la blessure. Concrètement, avant l'aérobie, c'est l'inversion des temps respiratoires, la qualité de course vers l'efficience économique, même si efficience veut dire économie dans l'efficacité. Okay. La connaissance des allures, okay. Voir les sols, très bien. Les étirements, avant de pouvoir engager les étirements, même quand le gamin n'en a pas besoin, la justesse des postures d'étirement. Tu veux étirer ischio, mais quel faisceau des ischios. Tu veux étirer quadriceps, tu peux aller plus sur le vaste, externe, interne, etc. Adducteur, les justes postures. Le renforcement musculaire, c'est pareil. On va boire un coup après, hein, d'accord, okay. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on met en place la motricité support au développement de la force 1 à 2 ans avant ce plateau. Et la réponse arrive, oui, il faut faire du renforcement musculaire chez la jeune femme de 14-15 ans quand le plateau arrive, parce que bien en amont, je suis un préparateur athlétique qui ne fait pas que du physique, qui s'intéresse à la motricité, engagé pour un combat particulier. C'est pourquoi moi je parle de préparation athlétique et pas de préparation physique. Est-ce que j'ai à peu près répondu ? Oui, d'accord, c'est bien ce qui me semblait, mais c'est vrai que c'est quand même assez surprenant de faire du renfort. Enfin, surprenant, non, je le comprends très bien, mais c'est vrai que chez une petite jeune fille adolescente, on la voit mal dans une salle de sport à faire du renforcement musculaire, mais je comprends tout à fait et ça me rassure dans l'idée, enfin, ce que vous me dites, ça me rassure de cette idée et je trouve que c'est très important, effectivement, mais voilà, je veux dire, juste dans l'idée générale d'une personne lambda. Ah non, absolument pas. Moi, justement, ça me rassure. Ah non, parce que c'est vraiment ce dont je pensais et ça me rassure de vous confirmer ce que je pensais. Alors, s'il fallait préciser, je suis content qu'on l'ait fait. Vous avez bien fait de poser la question. Bien joué. Oui, alors, pour prolonger le propos, j'ai du mal à comprendre que la masse musculaire se stabilise vers 15 ans chez une femme et vers 20 ans chez un homme. Parce que tout le travail musculaire qui est fait après, moi j'avais la conviction qu'il contribuait à augmenter la masse musculaire. Et je ne comprends pas. Car il faut lire les courbes relativement à la population lambda. C'est ce que j'ai expliqué. Que quand on rentre dans un processus de renforcement musculaire, avec le point rouge, je vous ai fait monter entre les deux courbes.
Ces courbes-là sont sur la population, on va dire, générique. Parce que quoi qu'il en soit, pour avoir été professeur d'éducation physique, je peux vous dire que les jeunes filles de 15 ans qui rentrent en renforcement musculaire, toutes spécialités confondues, par rapport à la population, si c'est 15-20%, c'est pas grand-chose. Cazorla, il a ramené les courbes de Mademoiselle Tout-le-Monde. Et chez Mademoiselle Tout-le-Monde, qui fait pas de l'athlétisme en Laura, c'est exactement la courbe qui se passe. Ça va comme ça? Super. Merci en tout cas. On va finir la matinée.